Donc, bonjour et bienvenue à tous pour cette webconférence consacrée au lien entre la responsabilité sociétale des entreprises et les objectifs de développement durable. Dans ses récents travaux, la plateforme RSE s'est intéressée aux complémentarités et aux synergies entre ces deux notions et elle a publié un avis RSE et ODD le 15 mai dernier dans lequel elle formule des recommandations à l'attention des différentes parties prenantes. Vous pouvez dès à présent télécharger l'avis sur le site internet de France Stratégie. Cette webconférence est aujourd'hui l'occasion pour François Moreau, animateur du groupe de travail, et les co-rapporteurs Bettina Laville, Guylaine Yerso et Nils Pedersen, de présenter les principaux enseignements de cet avis, ainsi que les recommandations. À la suite de cette présentation, un temps d'échange est prévu avec vous pour apporter des précisions, approfondir certaines conclusions émises par la plateforme RSE selon vos souhaits. Et pour celles et ceux qui nous suivent à distance, un chat est à votre disposition pour vous permettre de poser vos questions. Un replay sera également disponible d'ici quelques jours. N'hésitez pas à relayer la vidéo et l'ensemble des travaux de la plateforme RSE sur vos réseaux professionnels. Je passe désormais la plateforme à François Moreau et vous souhaite une excellente webconférence. La parole. C'est mieux. Bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, je voudrais indiquer que la plateforme RSE, ou plateforme nationale d'action globale pour la responsabilité sociétale des entreprises, est une instance de concertation et de réflexion qui a été installée à France Stratégie, où nous nous retrouvons aujourd'hui, et placée auprès du Premier ministre, c'est-à-dire sous sa tutelle. Cette plateforme est née lors de la conférence environnementale de 2012, en écho à une demande qui avait été adressée au Premier ministre par une quinzaine d'organisations représentant les entreprises, les salariés et la société civile. La cinquantaine de membres qui composent la plateforme sont regroupés au sein de 5 pôles. Le pôle des entreprises et le monde économique, celui des organisations syndicales de salariés, celui des chercheurs et développeurs de la SE, et enfin, les institutions publiques. Les travaux sont basés sur une feuille de route pluriannuelle établie par ces membres et comporte aussi des saisines gouvernementales. Vous trouverez toutes les informations détaillées sur le site de France Stratégie. Aujourd'hui, nous vous présentons le résultat des travaux d'un groupe de travail sur le thème RSE-OEDD, responsabilité sociétale d'entreprise et objectifs de développement durable, qui s'est constitué en mai 2023 au moment de la conférence contributive à la Revue nationale volontaire de la France au point de mi-parcours de l'agenda 2030. Ce travail, inscrit dans la feuille de route pluriannuelle de 2021-2023, entre en continuité d'un premier avis publié, j'avais dit, en 2018, et ces recommandations entrent en compte du contexte européen actuel. Le groupe de travail a réuni une vingtaine de membres, dont un comité de pilotage de 4 membres, ici présents. Sans oublier le rôle essentiel du secrétariat permanent, avec une mention particulière pour Mélodie Janot. Personnellement, j'ai eu le privilège et l'honneur d'être l'animateur de ce groupe de travail, représentant la Confédération française de l'encadrement CGC, membre du pôle des organisations syndicales de salariés. 3 co-rapporteurs ont constitué une équipe soudée et experte. Je les laisse se présenter brièvement, en commençant par Bettina Laville, Nils Pedersen et Ghislaine Hirsch. Bonjour à tous. Je suis Bettina Laville, je suis vice-présidente de la plateforme RSE. Je des avis d'honoraires et par ailleurs, je suis fondatrice du Comité 21 et c'est au titre du Comité 21 que j'étais évidemment co-rapporteur de ce groupe puisque le Comité 21 est membre de la plateforme dans le collège chercheurs et développeurs. J'en conclus donc que le Comité 21 est un développeur. Nils Pedersen, je suis le délégué général du Pacte mondial des Nations Unies. Je représente le réseau français et je siège au sein du pôle entreprise et du monde économique qui regroupe 14 organisations qui va de la CPME, qui aujourd'hui préside d'ailleurs la plateforme au travers du diplôme de Baudard, des fédérations professionnelles comme l'UNICEM, la Fédération des carrières et des matériaux de construction, des acteurs de l'ESS comme les COP FR ou encore des acteurs associatifs
travaille étroitement avec le monde de l'entreprise et je pense au FIR ou Entreprise des droits de l'homme, par exemple. Oui, bonjour, Guylaine Merceau, très heureuse d'être là. Je suis effectivement co-rapporteur pour ce rapport RSE-ODD. Je suis aussi vice-présidente de la plateforme au nom de la société civile. Vous allez me dire, la société civile, on en fait tous à peu près partie. Donc la terminologie n'est pas tout à fait en représentation de ce qu'elle est, mais en fait, on parle des associations. On a toujours un petit souci avec entre ONG, associations. Donc, on parle de société civile. Et je suis là en tant que trésorière de l'association Les Petits Livres-Gardes, qui est l'association d'éducation populaire par les sciences pour les sciences. Et j'ai été historiquement sur les fonds baptismaux, on va dire, de la plateforme RSE. Merci. Passons à la présentation du plan de la vie. Trois grandes lignes sont développées. Tout d'abord, un état des lieux à mi-parcours de l'agenda 2030 qui constitue la première partie de la vie et fait référence aux démarches d'engagement des entreprises, des ODD prises en compte ou non dans leur stratégie RSE. Les freins et leviers constituent l'essentiel de la seconde partie de la vie et relèvent d'une analyse documentée qui serviront à la construction de recommandations. Nous allons aborder une première étape sur le contexte, l'actualité et l'état des lieux. Pour ça, je passe la parole à Bettina Laville qui apporte un éclairage. Alors, cet éclairage, effectivement, est un peu sombre. Voilà. Tout simplement parce que nous sommes à un peu plus de mi-parcours des ODD. Je vous rappelle ce que vous savez tous. Les objectifs de développement durable ont été votés par l'ONU en septembre 2015, c'est-à-dire juste avant l'adoption du traité de Paris et ce qu'on appelle l'accord de Paris. C'était une année faste d'ailleurs, parce qu'il y a eu toutes sortes d'accords à ce moment-là qui ont fait progresser la solidarité internationale. Et ces objectifs de développement durable, qui sont au nombre de 16 plus 1, l'ODD 17 étant celui que l'ONU a adopté pour, j'allais dire, emporter avec lui tous les pays en développement qui avaient effectivement pour le développement et la durabilité des revendications plus fortes que d'autres pays, que les pays développés. Ils sont au nombre donc de 16 plus 1, c'est-à-dire 17, et doivent être déclinés jusqu'en 2030, puisque exactement comme les objectifs mondiaux du développement qu'on appelait les OMD, qui allaient de 2000 à 2015, ils ont 15 ans d'existence. Alors nous sommes à un peu plus qu'à mi-parcours, et ces objectifs qui avaient quand même l'extraordinaire avantage de décliner ensemble le développement et le développement durable. En fait, si vous voulez, en 92, on déclinait ensemble développement et développement durable. Et puis après, on a décliné un peu ça par deux branches. Et enfin, en 2015, on a retrouvé cet ensemble, étant donné, il faut bien le dire, l'aggravation des phénomènes environnementaux, puisque le bilan des OMD, c'était qu'en développement, ça allait à peu près, mais qu'en durabilité, ça n'allait pas du tout, avec en particulier les phénomènes climatiques. Donc, on était assez heureux, mais voilà que la réalité a frappé complètement de plein fouet les objectifs de développement durable. Et qu'est-ce que c'est la réalité? C'est avant tout la grande pandémie avec le Covid-19 qui a donné un coup d'arrêt au développement et d'ailleurs au développement durable, quoique c'est un peu plus compliqué parce que comme tout s'est un peu arrêté, on a moins pollué. Mais en l'occurrence, ça a donné un coup au développement, ça a fait progresser et non pas diminuer, et ça c'est très grave, la pauvreté. Et d'autre part, vous avez en même temps la situation géopolitique avec les guerres, les deux guerres importantes, mais plein d'autres guerres également. Hein. Nous avons plus de 15 guerres en fait dans le monde actuellement, qui font que la situation n'est pas bonne. Alors, je ne vais pas vous lire un texte, mais je vais quand même vous lire un texte qui vient de sortir, en l'occurrence sur le financement des ODD, qui est sorti il y a exactement un mois. Et voilà ce que dit l'ONU. Dans le sillage de la pandémie du Covid-19, des tensions géopolitiques croissantes et de l'intensification des chocs climatiques, les écarts de financement se creusent, le fardeau de la dette et les coûts d'emprunt exorbitants empêchent les pays en développement de répondre à la
confluence des crises auxquelles ils sont confrontés. Et en fait, la dernière réunion de l'Assemblée générale de l'ONU portait ce ton un peu négatif. C'est pour ça que je vous ai parlé de sombre tout à l'heure. Alors vous me direz, pourquoi faire de manière finalement assez optimiste, vous verrez, un rapport sur les ODD et la RSE, étant donné que les objectifs ne seront de toute façon pas atteints, il faut dire les choses, en 2030. Il y a même des gens très pessimistes qui demandent s'ils seront atteints en 2045. Oui, pour deux raisons. La première, c'est que il ne faut surtout pas perdre cette feuille de route des objectifs de développement durable, qui est une sorte de planification mondiale et qui font tant bien que mal ou tant mal que bien avancer ensemble les pays développés et les pays en développement. Et au moment où vraiment le monde se fracture, il faut garder cet ensemble. Deuxièmement, ce n'est pas parce qu'il y a des poches de pauvreté de plus en plus grandes que certains ODD n'avancent pas. Par exemple, même si les effets climatiques sont aujourd'hui très négatifs, les politiques climatiques augmentent. Et on pourrait donner plein d'exemples comme ça. Donc, par rapport à la RSE, on va vous dire ce qu'on en pense, mais le contexte des objectifs de développement durable, il n'est pas aujourd'hui réussi, mais le 21e siècle, on le savait, est très difficile et c'est pourquoi il faut absolument garder je dirais, cet horizon d'action. Merci, Bettina. Maintenant, les co-rapporteurs vont vous présenter la première partie de l'avis. Donc, et tout d'abord, l'état des lieux par Gilles Mierceau, et ensuite par Miss Petersen sur le résultat de l'état des lieux. Enfin, je me prête beaucoup d'attention. L'état des lieux, je ne fais pas l'état des lieux en tant que tel. Je vais parler de plusieurs aspects, enfin, certains aspects qui sont signalés dans le rapport, notamment, vous pouvez voir avec, c'est important. Alors, je rappelle que la plateforme RSE, on aborde la question de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises principalement. On est bien sous le prisme entreprise, même si on aborde ces sujets aussi pour les organisations, c'est-à-dire c'est l'environnement de l'entreprise, les parties prenantes, donc les associations, les territoires, les collectivités locales et toutes ces organisations. C'est important d'avoir ça à l'esprit parce que quand on discute, c'est cette approche par rapport à l'entreprise. Alors, comme vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, mais plutôt les ODD, vous l'avez très bien dit, Bettina, sont des engagements internationaux. Je rappelle que c'est aussi, comme l'a dit Bettina, donc, en 2012, on avait travaillé plusieurs organisations internationales, européennes et nationales sur le monde que nous voulons. Et on était effectivement, Bettina l'a dit, plutôt optimiste et on a préparé donc en 2015 les ODD, c'était dans cette île. Le monde que nous voulons, on a débattu les dialogues et tout ça. Et c'était effectivement basé sur des engagements volontaires. Volontaires, d'ailleurs, les associations, dont c'est le pôle que je représente, étaient assez dubitatifs sur la façon dont on allait approcher ce volontariat. Puisque si on ne met pas des engagements un peu précis et une réglementation sur certains engagements, on indique que ce sera difficile qu'ils soient appliqués. Par contre, des entreprises disent on aime bien avoir des axes, des orientations, mais on ne veut pas trop de lois, trop de normes. Nous, sur le pôle société civile, puisque je rappelle que je m'exprime en ce nom, on est effectivement dans une demande de normatif, non pas de punitif, mais du normatif indicatif aussi. Les engagements volontaires donc, sont des engagements volontaires pour les entreprises, mais c'est essentiel que les entreprises comprennent dans cet acte que, comme l'a dit Bettina, ce sont des objectifs, des indicateurs, une boussole pour que les entreprises comprennent un peu dans quelle orientation, dans quelle dynamique. Comme on l'a dit, on est dans une situation très compliquée en ce moment, tant sur la question de la famille, de la pauvreté, des inégalités. On parle d'inégalité sociale, d'inégalité environnementale, et ce sont toujours les mêmes personnes qui sont qui pâtissent le plus de ces dispositifs. Donc, la question de volontariat est importante, mais volontariat en indicateur d'orientation qu'on doit avoir. On abordera après le lien justement avec la RSE. Nice pour les... Quelle transition parfaite.
Alors, Oui. deux éléments. Donc, effectivement, d'abord, les travaux actuels s'inscrivent dans le droit fil aussi des travaux précédents, et ça, c'est important. La plateforme et le groupe de travail a vraiment voulu s'inscrire en continuité. Alors, moi, j'étais pas là en 2018, mais en tout cas, depuis 2018, la question des ODD infuse et percole l'ensemble des travaux de la plateforme. Et donc, on s'est inscrit dans cette lignée, en insistant évidemment sur l'articulation RSE et entreprise pour bien comprendre le rôle de l'entreprise. Alors, évidemment, l'entreprise, c'est un acteur à part, et tu as partie de partie prenante, c'est une partie prenante, c'est un acteur global du monde, quelle que soit l'échelle évidemment de l'entreprise. Et donc, le rapport a voulu déjà, dans l'état des lieux, d'insister entre l'articulation RSE et ODD. Alors, quelques mots sur aussi le positionnement de la plateforme sur ces enjeux-là. Donc, encore une fois, c'est au nom de la plateforme de l'avis qu'on s'exprime. Donc, la stratégie RSE relève d'une démarche globale de transformation et d'intégration des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance au sein des entreprises. Et c'est important de le rappeler. Une démarche qui permet évidemment de faciliter la réponse aux enjeux, notamment fixés par les normes. On voit bien qu'il y a un balancement permanent entre un engagement volontaire, le normatif ou la compliance. Et on s'est posé la question tout au long du rapport, et tu l'as insisté, hein, comment on intervient sur la prise en compte volontaire. Avec le rappel que la prise en compte des ODD dans une stratégie RSE relève d'une démarche et d'un engagement volontaire de l'entreprise, et c'est important de le souligner, parce que d'un point de vue méthodologique, on verra aussi qu'il y a des limites fortes dès lors qu'on est dans un engagement volontaire. Et donc, puisque c'est un engagement volontaire, il n'y a pas d'obligation légale pour l'entreprise de prendre en compte et d'intégrer les ODD au sein de la stratégie RSE, même si au niveau de la plateforme, on le recommande fortement. Et on estime, et ça a été dit par mes deux co-rapporteuses, ça fait un peu bizarre, qu'en s'appuyant sur les ODD, les entreprises, évidemment, contribuent aussi à la vulgarisation de ces objectifs communs, de ce langage commun qui est partagé avec l'ensemble des parties prenantes. La difficulté, c'est qu'il n'existe pas de concordance, en tout cas pas de concordance toujours officielle ou très documentée, entre des standards RSE et les objectifs de développement durable. Les ODD ne sont pas de la régulation, ce ne sont pas des standards, ce sont des guides. Et donc, comment aussi on intervient dans l'entreprise avec différents, je dirais, langages qui peuvent s'exprimer dans l'entreprise. Et encore une fois, quand on travaille sur du volontaire et sur du réglementaire, parfois les temporalités sont difficiles à articuler au sein d'une démarche RSE. Et pour autant, l'entreprise, elle est en lien avec un certain nombre de parties prenantes qui eux-mêmes peuvent utiliser les objectifs de développement durable, l'État en particulier ou les collectivités locales, on en reviendra dans un instant. Et donc, on essaye d'articuler ces deux éléments. La difficulté de cet engagement volontaire, c'est que finalement, il y a très peu de données standardisées, ou en tout cas globalisées par la puissance publique. En particulier, si je regarde en France, l'INSEE a très peu d'informations sur la mise en œuvre par les entreprises des objectifs de développement durable. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais qu'il n'y a pas d'indicateur statistique de la part de l'INSEE qui vient mesurer la contribution de l'entreprise. Or, quand la France ou les Nations Unies viennent agréger les données au travers des revues nationales volontaires, par définition, on manque de données concrètes. Encore une fois, ça veut dire que ça n'est pas fait, mais on n'a pas la donnée statistique. Or, en France, c'est quand même l'INSEE qui, aujourd'hui, est l'agrégateur de données statistiques sur nos sujets. Et donc, c'est posé la question pour nous, au niveau du rapport, de l'agrégation de ces données. C'est là où, moi d'ailleurs, j'interviens, puisque le Pacte mondial des Nations Unies, au niveau du siège, ou ce que le réseau français a pu initier depuis 2019, nous avons lancé des baromètres annuels pour mesurer la contribution des entreprises membres ou non membres des entreprises françaises aux objectifs de développement durable pour pouvoir mesurer la contribution. Alors, évidemment, d'un point de vue méthodologique, c'est un baromètre, c'est du auto-déclaratif. Comme tout baromètre, il y a toujours des effets de seuil entre ceux qui connaissent et qui répondent, ou ceux qui ne connaissent pas, qui ne répondent pas, ou ceux qui font sans connaître, etc. Donc, je ne vais pas vous la faire en totalité. Néanmoins, ces baromètres donnent quand même un état des lieux et un aperçu de ce qui se passe au niveau français et qui est corroboré par les mêmes études qui sont portées au niveau international, et ce qui pour nous est rassurant parce que quand on agrège les chiffres au niveau mondial, au niveau français, on observe les mêmes tendances. Ce qu'on observe comme tendance, c'est effectivement une volonté d'un certain nombre d'acteurs économiques de s'engager dans la démarche volontaire des ODD, tu l'as cité. Dans la suite de l'accord de Paris, il y a eu un momentum en France à la fois sur les enjeux climatiques, mais aussi sur les objectifs du développement durable, où un certain nombre d'entreprises se sont engagées, mais pas que des grandes entreprises. Bien souvent, l'opinion publique pense que ça relève des grandes entreprises, mais les ETI ou les PME sont aussi engagés. Pour beaucoup de PME, s'engager dans les ODD est aussi un effet différenciant dans sa démarche RSE, parce que pour beaucoup, la RSE est perçue comme de la compliance et non pas une démarche volontaire. Et donc, de s'engager de manière volontaire
dont les ODD, ont permis à un certain nombre d'entreprises de se démarquer et donc du coup aussi d'établir sur leur territoire un certain nombre d'actions et de partenariats. Évidemment, il reste encore difficile d'agréger l'ensemble de ces outils. Il manque de la méthodologie, il manque aussi des concertations. On voit bien, le rapport l'a pointé. Néanmoins, aujourd'hui, on remarque quand même que le secteur privé en France, pas que globalement européen, a une volonté réelle de s'engager dans les objectifs du développement durable et d'en faire des vrais outils articulés avec une démarche de RSE. Merci. Alors, après cette première partie sur l'état des lieux, les co-rapporteurs vont présenter le cœur de la vie, dédié tout d'abord aux freins, et en commençant par Bettina Ville, qui va vous présenter, j'allais dire, quelque chose d'extrêmement important sur le portage inégal des ODD. Ensuite, ce sera donc Nice Pedersen sur les difficultés à réaliser un impact des contributions. Et pour terminer, Ghislaine qui parlera donc du manque de cohérence des programmes d'enseignement. Bettina. Maintenant que je vous ai dit que c'était sombre, je vais vous dire que c'est inégal. En l'occurrence, nous qui sommes les militants des ODD, en fait, nous sommes à des titres divers engagés. Nous avons publié tous des documents sur les objectifs de développement durable. On aimerait, je ne dis pas on aurait été, mais on aimerait, puisque nous sommes à mi-parcours, que notre pays, puisque là on en vient au niveau national, où l'Europe porte vraiment les objectifs de développement durable. Qu'est-ce que ça veut dire porter? Ça veut dire se référer à chaque fois que on engage une politique publique aux objectifs de développement durable. Et force est de constater que ce n'est pas tout à fait le cas, même si, et ça c'est pour le positif, la délégation au développement durable, Commissariat général au développement durable, le CGDD, qui appartient donc, qui est un des grands services interministériels, mais qui est plus particulièrement géré par le ministère de la Transition écologique, s'y donne beaucoup et organise chaque année les délégations pour la rencontre que fait l'ONU au mois de juillet sur le bilan des objectifs de développement durable. Et en lien, pour citer l'INSEE, en lien avec l'INSEE, le CGDD produit des documents qui portent les ODD. La première ministre précédente s'était investie dans les objectifs de développement durable, avait lancé justement toutes sortes de travaux. Et donc là, on voit qu'il y a un portage français. Alors, ce que nous traitons, nous, un petit peu, si vous voulez, c'est que il n'est pas finalement notre rêve, ça serait que chaque politique publique ait un tampon ODDX, je veux dire. Voilà. Et il y a, comme tu l'as dit, il y a fort à faire. Si si on regarde les différentes lois qui ont été votées il y a depuis 5 ans, il y a la loi climat résilience. Alors là, vous avez tous les ODD. Vous avez évidemment le climat et l'adaptation, donc ça c'est l'ODD climat. Vous avez toutes sortes de choses sur les inégalités, vous avez toutes sortes de choses sur les déchets, etc. Donc là déjà, vous visez 3-4 ODD. Vous avez la loi AGEC. La loi AGEC, par définition, elle instaure l'économie circulaire, et ça c'est véritablement l'ODD qui parle de l'industrie, qui parle de la production et qui parle également de tout ce qui est déchets. Vous avez la loi Pacte et la fameuse loi Pacte avec la modification de l'article 1833 du Code civil. Elle dit qu'il faut mieux prendre en compte les lois, comment dire, les effets sociaux et environnementaux. Là aussi, c'est pareil, c'est l'ODD entreprise et c'est tous les ODD sociaux. Vous avez la loi énergie-climat 2019 et peut-être qu'il y en aura une, d'autres, moins à venir. Et en l'occurrence, c'est évidemment avant tout l'ODD climat. L'ODD biodiversité, le Conseil des ministres de la semaine dernière a ratifié la convention sur la biodiversité en mer. Et ben là, c'est absolument l'ODD biodiversité, etc. Mais ça ne se dit pas. C'est-à-dire que finalement, l'État français fait des ODD et décline les ODD sans le savoir, alors que par ailleurs, un de ses services importants, le Commissariat général au développement durable, les porte. Par ailleurs, il y a la planification. Et le comité d'interne, on a reçu le commissaire à la planification, et qui est un service, vous savez, auprès du Premier ministre,
et on lui a demandé, et les ODD, parce que en l'occurrence, ils produisent des documents qui sont justement des documents vers l'avenir. Or, les ODD, c'est des documents vers l'avenir, donc c'est un peu la même chose. Et alors, premièrement, il est convenu qu'il doit faire un peu plus d'ODD, et deuxièmement, mais il en fait, il a l'impression d'en faire, et il a raison, puisque, en l'occurrence, il planifie, par exemple, le chemin vers le net zéro qu'on voudrait tous. Donc, si vous voulez, nous avons un portage véritable, un portage illégal, et finalement, je ne dirais pas un partage honteux, parce que, au contraire, la France les revendique. Il ne faut surtout pas oublier que la France est entre 6e et 7e au niveau du classement des objectifs de développement durable dans le monde entier. Donc, nous sommes des bons. Bon. Mais pourquoi on a ce recul? Tout simplement parce que les ODD, c'est fait quand même avant tout pour les pays en développement, même si c'est fait pour le monde entier. Et donc, nous devons, si vous voulez, à la fois porter de la tête haute les objectifs de développement durable dans notre pays, et principalement, nous, le problème, c'est quand même avant tout résoudre les inégalités, il faut bien dire, hein, qui sont aujourd'hui non seulement dans le monde, mais internes en France. Et deuxièmement, et là nous sommes bons, même si évidemment c'est jamais assez, être, comment dirais-je, honoré d'ODD 17 qui parle particulièrement de l'aide au développement, parce que nous restons entre, ça dépend des années, entre 3e et 6e sur l'aide publique au développement, et là nous sommes bons. Donc portage illégal, mais portage quand même. Alors, la conséquence de ça, c'est qu'il y a des freins dans la perception de l'entreprise. Alors, je vais commencer par ce que tu as évoqué. Alors, pour certains, les ODD sont perçus comme un objet humanitaire ou de développement international et du coup, ne se sont pas concernés. Ou à contrario, on entend souvent en France que le développement durable concerne la transition écologique, la décarbonation, l'environnement. Et donc, l'aspect sociétal et sociétaux des ODD sont complètement exclusés en pensant qu'une trajectoire de décarbonation suffit. C'est un peu ce que tu dis avec le GPE, qui est plutôt dans une trajectoire de décarbonation très positive, mais qui a parfois du mal à corréler les enjeux sociétaux et les enjeux environnementaux dont tu as parlé. Donc ça, c'est le premier frein. Et la conséquence, quand on interroge les Français, on l'a fait l'année dernière une étude Ipsos. Alors la bonne nouvelle, c'est que plus de 40% des Français ont entendu parler des objectifs de développement durable, mais quand on leur dit concrètement, est-ce que vous savez de quoi ça parle, on descend à 12. Alors là aussi, la bonne nouvelle, on a monté d'1% par rapport aux années précédentes. Mais voilà, on voit bien que la connaissance profonde des ODD reste faible, là où les Espagnols ou les Danois tournent plutôt autour de 90%, et aussi les gouvernements ont intégré les objectifs de développement durable dans leur politique publique. Et donc l'autre frein, c'est que bien souvent l'entreprise peut avoir le sentiment que les objectifs de développement durable sont soit réservés aux Nations Unies dans un objectif de relations internationales au-delà de l'aide au développement, mais quelque chose qui relève de l'international, ou au contraire, qui est de la compétence stricte des États ou de la puissance publique. J'inclus évidemment ce qu'on appelle dans le jargon onusien les gouvernements locaux, donc les collectivités locales, et que finalement, l'entreprise n'est pas légitime à intervenir sur ces sujets. Et donc, si on prend l'ODD numéro 1, lutte contre la pauvreté, pour beaucoup d'acteurs économiques, se disent finalement, quelle est ma responsabilité? Ce n'est pas de mon ressort, c'est du ressort soit des acteurs associatifs, soit du ressort de la puissance publique, et je ne suis pas légitime pour intervenir sur cet ODD qui aussi explique une certaine sectorisation des ODD. A contrario, l'entreprise, tu as parlé d'ODD 8, salaire décent, quand l'entreprise, là, évidemment, se sent concernée sur les questions de salaire décent, et on peut prendre un exemple, plus tard qu'il y a 15 jours, Michelin a annoncé une politique générale sur le salaire décent qui est évidemment alignée sur les objectifs de développement durable, aussi sur ce que porte le Pacte mondial et les Nations unies sur le salaire décent. Et donc, quand l'entreprise comprend évidemment l'intérêt direct, non pas pour elle-même, hein, mais de l'articulation des différents cadres, c'est beaucoup plus facile pour intervenir. L'autre élément, évidemment, c'est comment la direction générale, au-delà de la direction développement durable, bien souvent la direction développement durable RSE a bien conscience de ces enjeux-là. Et encore, pour certaines directions, on voit bien que l'articulation RSE développement durable, on parlera au niveau de la CSRD, n'est pas forcément évident et la corrélation n'est pas toujours faite entre les deux, comme si les dispositifs étaient étanches, alors que pas du tout. Mais quand même, globalement, la direction développement durable et RSE porte ce sujet. Mais si la direction générale ne porte pas les ODD, il y a aussi un blocage interne, parce qu'à un moment, c'est normal, si la direction n'est pas convaincue, ne met pas des moyens, et pas forcément financiers, mais de temps homme ou femme aussi pour un certain nombre de sujets, ça ne peut pas marcher. A contrario, on voit aussi que certains ODD, tu as parlé de la vie aquatique,
Effectivement, si vous interrogez les entreprises sur que faites-vous pour la vie aquatique ou pour le DDCS paix et justice, on vous répondra rien, je ne suis pas concerné. Donc, il nous appartient aussi d'inverser la grille de lecture, parce que la vie aquatique, en fait, c'est très simple, c'est toute la pollution plastique. Hein, c'est les grands traités onusiens sur la politique, pas que, hein, mais pour l'entreprise, ça parle de la question du plastique qui se retrouve dans les océans. Il y a quand même une corrélation directe. Et paix et justice, c'est tous les enjeux de lutte contre la corruption. À partir du moment où vous ne contribuez pas, quel que soit le pays, puisque le sujet se pose évidemment aussi en France sur la corruption, vous comprenez aussi l'interaction que vous avez sur vos différents ODD. Donc, alors aujourd'hui, on comprend les sanctions, mais voilà, donc, on voit bien aussi qu'il y a un enjeu de aussi compréhension d'exemples concrets sur l'articulation qui permet à l'entreprise de s'embarquer. Oui, alors vous voyez, dans, dans ce cadre, la difficulté aussi pour l'enseignement et pour les programmes d'enseignement aux enjeux actuels. Quand je dis l'enseignement, vous me permettrez que je parle de l'enseignement. En plus, je suis de l'association des petits débrouillards éducation populaire par les sciences pour les sciences, mais on parle de l'enseignement de primaire à enseignement supérieur. Pour faire comprendre aux jeunes et aux moins jeunes qu'est-ce que sont toutes ces indications, toutes ces prérogatives. On entend parler de la COP 15, on va entendre parler de la COP 15 pardon, et biodiversité, excusez-moi, parce qu'en plus, il y a tout un tas d'acronymes qu'il faut engranger. Alors, la difficulté, je dirais d'abord, et je vais revenir à un problème de cohérence, c'est d'abord de comprendre qu'on est dans un dispositif international, après un dispositif européen et national. Alors, pour les jeunes et les moins jeunes, j'y tiens, c'est important aussi de faire comprendre tous ces objectifs. Comme le dit Bettina, on sait qu'on est dans ces... Quand on parle de l'eau, on va parler bien sûr de l'eau, on entend parler régulièrement, des problèmes des océans, et pas que du plastique malheureusement, des pollutions. On va entendre parler des forêts, on va entendre parler sur la question des inégalités, le pouvoir de vivre, tout ça. Donc, c'est de faire aussi comprendre pour les jeunes et les moins jeunes comment ça entre dans leur formation. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, il y a au sein des primaires donc les sciences et vie de la Terre, mais ce qui est important, c'est de comprendre les interactions et les interdépendances avec ces formations dès le plus jeune âge, de faire comprendre qu'on est en interaction et en interdépendance dans notre vie de tous les jours, non seulement pour le vivant, mais aussi pour améliorer la situation des uns et des autres, et par rapport à l'international, dans les pays, quand on parle qu'on est d'un pays qui a moins de, qui importe beaucoup, mais dont les émissions de gaz à effet de serre sont relativement réduites, on entend toujours parler de ça, mais en même temps, on est dépendant des importations et des situations qui se passent dans des pays. Vous avez des gens, on sait qu'aujourd'hui, on entend parler du nickel, mais d'autres mines. Il faut faire comprendre aux jeunes et aux moins jeunes toutes ces implications sur notre vie, notre quotidien. Quand on consomme quelque chose, c'est pour ça que dans les formations, non seulement quand on pense formation sur les objectifs de développement durable, on doit aborder objectif 1, objectif 2, expliquer, mais aussi on parle, leur faire comprendre que c'est aussi la transition écologique, c'est aussi, Bettina en parlera un peu plus, de la régulation, de la réglementation CSRD et autres réglementations qui existent, la réglementation nationale. Donc, du début du système scolaire à l'université, on s'aperçoit qu'on va aborder la question des objectifs de développement durable, plutôt les questions du développement durable, sans, et souvent malheureusement, ces notions sont sur des unités de valeur et dans des cursus relativement intégré, ça c'est une bonne chose. Mais par exemple, vous allez dans certaines formations financières, on va quasiment pas l'aborder ou si peu, bien que maintenant on parle de finances durables, mais dans les formations, on n'explique pas l'objectif. On va vous parler de la question financière, on va vous parler des marchés de matières premières, sans faire le lien avec ces objectifs. L'objectif ressources, l'objectif sur la production durable et consommation durable. Donc l'important, c'est de faire comprendre dans toutes les formations initial, universitaire, collège et autres, que c'est comprendre les objectifs. Oui, je finis, s'il te plaît. C'est une stratégie
importante et j'aurais aimé que tu fasses la même chose à d'autres, ça aurait été plus agréable, surtout, mais je suis malheureusement à côté de toi peut-être, ou alors heureusement, mais donc faire comprendre que ces questions de transition écologique sont liées, sont interdépendantes et sont en interaction. Voilà, nous avons des co-rapporteurs passionnés, comme vous en êtes écouté, et c'est très bien, ça apporte de la valeur à l'avis qui a été publié. Alors, pour compléter cette deuxième partie de l'avis qui est extrêmement importante, on va parler maintenant non plus des freins avec cet aspect un peu négatif, mais des leviers. Dans ces leviers, il y a plusieurs sujets, comme vous les voyez à l'écran, et je vais commencer tout naturellement par le dialogue social. Dès l'avis publié en 2018, il avait été recommandé aux partenaires sociaux d'intégrer les cibles et indicateurs ODD dans les accords de branche et les accords cadres internationaux. Il est évident que les ODD permettent de servir de socle à un dialogue social constructif, aligné sur l'agenda de l'Union. Le dialogue social est déjà une clé de voûte de l'ODD 8, dont l'emploi et le travail décent pour tous, et la cible 8.5, parmi les 12 cibles de cette ODD, illustre parfaitement cet objectif, travail décent, salaire égal, à valeur égale. L'ODD 5, relatif à l'égalité des sexes, est aussi essentiel en considération de la cible 5.1 pour mettre fin à toutes les formes de discrimination. Nous avons cité dans le document le rôle de l'ODD 7, 13, le 16 dans les négociations paritaires. Nous pourrions ajouter aussi l'ODD 10, la réduction des inégalités, l'égalité des chances épuisée parmi ces 10. À ce jour, il faut le reconnaître, peu de résultats. Pourtant, les ODD sont de formidables outils pour un dialogue social efficace et pertinent. En conséquence, le dialogue social est un levier pour la réussite de l'agenda 2030 et bien évidemment constitue un argument fort de recommandation de ce que nous verrons dans la dernière partie. Pour le deuxième sujet, sectorisation des ODD. Alors, François a parlé de dialogue. Il est évident que si l'entreprise n'a pas connaissance des ODD, alors elle peut l'approprier, mais il y a un rôle important des fédérations professionnelles ou des acteurs qui contribuent à l'accompagnement des entreprises. Et donc, on a aussi insisté dans les leviers positifs sur le rôle central des fédérations professionnelles qui peuvent, ou doivent, ça dépend des fédérations, accompagner. On a mis en avant dans le rapport, je ne vais pas tout les citer, mais des exemples concrets parce qu'on a été aussi très attentif dans le rapport à être opérationnel et concret. Je pense à, j'ai cité tout à l'heure à l'UNICEF, la Fédération des carrières, à la Fédération de la propreté, qui ont établi aussi des guides pour expliquer concrètement à leurs membres et adhérents comment mettre en place une politique de développement durable. Je pense aussi, et Bettina en parlera, des acteurs territoriaux, je pense au CCI par exemple, aux chambres de commerce et d'industrie qui aussi ont cette capacité d'accompagnement. Et ce qui est important, c'est de ne pas être seul, c'est-à-dire qu'on parle de dialogue, c'est aussi un échange d'entreprise, de montrer que c'est possible, c'est l'échange entre pairs, PAIR, avec un S au pluriel, de partager les bonnes pratiques et c'est d'être accompagné. Et donc, le levier aussi de la réussite par un certain nombre d'entreprises, quelle que soit la taille, qui ont voulu se lancer, c'est finalement de partager les bonnes ou les mauvaises pratiques. En général, on ne met pas tellement en avant les mauvaises pratiques, mais ça peut aussi en faire partie. Aussi, de quelles sont les limites en termes de greenwashing, de communication, etc. Donc, c'est important, la fédération, alors pas la fédération, mais de la publicité, son acronyme m'échappe, a beaucoup travaillé aussi sur ces sujets-là, l'ADEME, et donc on a beaucoup insisté sur ces leviers pour mettre en avant ce qui fonctionne et des guides sectoriels, d'où la sectorisation des EDD, des guides sectoriels qui viennent accompagner les différentes branches du secteur privé, quelle que soit la taille ou quel que soit le secteur d'activité. Et la bonne nouvelle, c'est que les dynamiques qu'elles sont à l'œuvre portent des résultats extrêmement positifs. Pour les deux sujets suivants, l'autorisation des ODD et la mobilisation des fonds publics et privés, Bettina, c'est à toi. Alors, vous demandez évidemment comment on passe du monde à la petite commune. Eh bien, on y passe. Alors, on y passe selon le fameux slogan qui était celui de 92, du global au local
du local au global. Et les ODD font partie de cette histoire du développement durable, tout simplement parce qu'ils sont la suite de ce qu'on appelait en 1992 à la conférence de Rio l'Agenda 21. Et l'Agenda 21, c'était un document mondial, mais qui se déclinait partout, en fait, jusqu'à la fameuse petite commune. Et là, curieusement, ça marche. Alors, ça marche, entendons-nous. Vous ne voyez pas toutes vos communes grandir les objectifs de développement durable, elles ont plutôt tendance à grandir leurs difficultés. Cependant, les objectifs de développement durable, pour employer le fameux mot boussole qu'entre nous et dans le rapport on emploie souvent, sont des repères importants pour les territoires en général, de manière là aussi inégale, ça dépend. Il y a des territoires qui vraiment les choisissent comme boussole, d'autres non, mais toutes s'y réfèrent. Alors, à ça, il y a en fait trois raisons principales. La première raison, c'est une raison, je dirais, presque réglementaire. On oublie, parce qu'il y a tellement de lois sur tout ce qui est la durabilité, qu'on oublie les lois Grenelle. Mais le fameux article L110.1 du Code de l'environnement, en l'occurrence, reprend en compte les 5 finalités du développement durable et surtout oblige les collectivités de plus de 50 000, hein, donc pas les petites communes, à avoir un rapport de développement durable. Et ce rapport de développement durable, il s'articule autour de 5 priorités: la lutte contre le changement climatique, ODD 13, la préservation de la biodiversité, ODD 14, l'épanouissement de tous les êtres humains, alors ça, c'est tous les ODD, hein, bon, je veux dire, voilà. La cohésion sociale et la solidarité entre les générations, c'est quand même beaucoup d'ODD 10, et la dynamique du développement suivant les modes de production et de consommation, c'est-à-dire l'ODD 12. Et donc là, vous avez vraiment une vraie cohérence, et il y a des communes qui l'ont parfaitement vu, et qui, du coup, pour rendre, finalement, c'est peut-être plus simple pour les citoyens de dire développer les modes de production et de consommation, au lieu d'aller chercher tous les articles des lois, etc. Donc, les communes, finalement, prennent les ODD comme, je dirais, des instruments civiques, un petit peu, de leur politique. Donc, c'est la première raison. La deuxième raison qui est très importante, c'est la transversalité. Parce que finalement, on a tendance à décliner tous ces ODD de manière verticale, 1, 2, 3, etc. Mais que dit l'ODD 17 à la fin? Il dit l'important, c'est la cohésion de toutes ces politiques. Et c'est le sens avec l'aide au développement de cet ODD 17. Et au niveau d'une commune, si vous n'avez pas de cohésion, ou même d'une grande ville, ou même d'une région, ça se voit tout de suite. Au niveau national, ça se voit un peu moins parce que les choses sont en silo, quoique quand les gens descendent dans la rue, ça veut dire qu'il n'y a pas de cohésion. Mais en l'occurrence, là, au niveau d'une commune, c'est assez intéressant à faire. Et donc, de rassembler des ODD peut aider le maire, le responsable de région, etc., à montrer la cohérence de ses politiques. Troisièmement, et enfin, finalement, on a dans les objectifs de développement durable de vrais instruments. Il y a même des communes comme Strasbourg, comme une commune qui est tout près de Bordeaux, etc., qui a intégré les objectifs de développement durable comme outil de comptabilité locale. Et finalement, ils ont fait une espèce de correspondance entre la nomenclature budgétaire locale et les objectifs de développement durable. Et ça, c'est terriblement parlant pour les citoyens, parce que vous voyez que c'est quand même plus simple de dire que comment dirais-je, le chapitre 343 du budget de la commune, c'est quand même mieux de dire, bah, voilà, c'est pour essayer de contribuer à la diminution des émissions ou bien de maintenir la biodiversité, etc., etc. Et donc ça se répand peu à peu. Nous, au comité 21, on a quelques communes qui ont adhéré pour ça, je veux dire, pour se faire aider, je veux dire, là-dessus. C'est pour ça qu'on a fait ce qu'on a appelé le Tour de France des ODD. Alors, il ne faut pas dire Tour de France parce que c'est une appellation contrôlée du Tour de France. Donc, je dis le Tour de la France, des objectifs de développement durable, pour essayer de rassembler les régions et les communes. Et nous avons eu beaucoup de monde, en fait, qui est venu s'instruire là-dessus. Merci. Un petit mot sur la finance impact avant. Moi aussi, c'est toujours moi. Oui, D'accord. oui, Oui, j'ai compris. J'ai compris.
Mais vous avez vu que je m'étais mis loin de l'animateur. Oui, comme ça, tu dis que le problème que tu vas avoir. Je peux faire semblant de ne pas voir certains d'œil. Alors, la mobilisation des financements. Alors ça, c'est aussi extrêmement important. Et finalement, j'allais dire que c'est un peu inattendu. Je ne suis pas sûre qu'au départ des objectifs de développement durable, on se serait dit que c'était les investisseurs qui auraient le plus d'intérêt pour les ODD. Alors, pourquoi? Bah, là aussi, il y a 3-4 raisons importantes. Premièrement, à cause de l'immense besoin des fonds. Hein, je veux dire, on rappelle toujours que dans le rapport Ferry-Mafouz, il nous faut en France 101 milliards d'euros par an de dépenses supplémentaires à l'horizon 2030. À titre personnel, je crois que c'est beaucoup plus, bon, ça ne faut pas le dire, parce que je pense que là, l'adaptation au changement climatique n'est pas dedans. Mais en l'occurrence, on est sûr qu'il faut beaucoup de fonds, et donc les investisseurs, ils ont besoin de clarté. Alors, est-ce qu'ils ont des instruments pour mesurer ce qu'on appelle effectivement l'impact? Oui, bien sûr, ils en ont de plus en plus. Vous avez toutes sortes de directives qui sont nées pendant l'élaboration de l'UNEDIC là-dessus. Mais à un moment donné, il faut synthétiser. Et il faut synthétiser des deux côtés. Il faut synthétiser de la part des gens qui cherchent de l'argent, il faut synthétiser de la part des gens qui donnent de l'argent. Et les ODD, c'est quand même beaucoup plus simple, parce que là, on voit, est-ce qu'on fait le climat, est-ce qu'on fait la biodiversité, est-ce qu'on est dans les inégalités, est-ce qu'on est, en l'occurrence, dans les modes de production et de consommation. Et c'est la constitution d'un langage commun, premièrement. Deuxièmement, sur les investissements privés, ce qu'on appelle les investissements responsables, c'est vrai que c'est une nouvelle boussole. Pourquoi? Parce que ça permet de faire un lien entre les critères quand même assez compliqués qu'on appelle les critères ESG, si vous voulez, avec les 12 normes, etc., et les grands chapitres. Et ça, c'est tout à fait important. Alors, je dirais un mot de la CSRD tout à l'heure, mais pour les investisseurs, par exemple, 65%, il y a eu une enquête de BNP Paribas, dont je vous donne juste 3 conclusions, elle est dans le rapport, mais c'est vraiment, je crois, très, très instructif. 65% des répondants à cette, c'est une seule enquête, mais alignent en fait leur cadre d'investissement sur les ODD. Pourquoi? En l'occurrence, parce que je vous ai dit, un engagement en faveur de l'investissement ESG est beaucoup plus marqué qu'en 2017. Ça vraiment, ça monte beaucoup. Les ODD d'ONU, c'est pour eux une vraie réponse, en l'occurrence, parce qu'ils fixent aux sociétés en portefeuille des objectifs de recettes en lien avec les ODD. Alors, il y a un problème encore de données, parce qu'on a, les données doivent être immenses, et là, je pense que d'ailleurs, c'est une de nos recommandations. On doit vraiment faire très attention à ça. Et en l'occurrence, vous avez en France, alors, je veux dire, quand même, disons de temps en temps qu'on est bon en France, vous avez 71% des répondants, des gens qui ont répondu à l'enquête, qui ont dit qu'ils alignaient leur cadre d'investissement sur, en l'occurrence, les ODD, et c'est donc très, très important. C'est bien. Merci, merci. Merci Bettina. Alors, pour terminer cette séquence sur les leviers, il y a quelque chose d'extrêmement important. On va reparler la parole par rapport. Vous avez dit qu'ils étaient passionnés, vous le constatez. Je voudrais dire, non, il y avait la formation initiale et continue. Je voulais zapper un peu, puisqu'on a. Non, certainement, tu ne zappes pas. Parce que non, mais la formation initiale, ça prend aussi écho avec ce qui a été dit dans les trains. Voilà, et c'est surtout d'ailleurs, c'est l'initial, puisque j'ai plutôt abordé la question, un peu initiale, mais sur la question de la continue. Et je voudrais quand même rappeler que le pôle société civile, c'est de plusieurs associations qui produisent aussi beaucoup de documents qui pourraient être utiles, des documents, une analyse critique ou pas, enfin critique au sens positif ou négatif, je le rappelle, sur les objectifs de développement durable, sur la RSE, sur les questionnements. Je rappelle que nous avons la Ligue des droits de l'homme, nous avons Humanité, Biodiversité, qui est bien comme si on en indique beaucoup sur les questions de biodiversité, et bien sûr la question humanité, humanisme, comment on fait le lien avec les vivants. ATD Quart Monde, qui travaille beaucoup sur les questions d'inégalité sociale et d'inégalité écologique.
Je vous ai parlé des petits débrouillards. Il y a tout un tas d'organisations. Malheureusement, le pôle société civile est plus restreint que des autres pôles, mais on se bat et on sort des documents, on se bat au sens débattre sans se battre, hein, c'est dans ce sens-là. Beaucoup de documents pour faire comprendre à chacun, chacune, ces formations, ces initiatives qui sont de la formation si continue, puisque la formation continue, je rappelle, c'est tout au long de la vie professionnelle ou autre, hein, puisque sur des collectifs, Bettina a parlé beaucoup des territoires. Sur les territoires, des associations comme les nôtres, comme les Petits Débrouillards, on est très impliqués sur les territoires et on fait lien justement pour faire comprendre aux citoyens et citoyennes qu'il est important de se former pour aller après participer à la démocratie citoyenne, les conventions citoyennes, les débats nationaux, XY. Et tout ça, il faut le prendre en considération comme, et c'est la convention d'Aarhus européenne qui a introduit ces notions aussi de faire savoir sur les questions environnementales principalement, mais il faut aussi y intégrer, on en a parlé, social. Donc la formation continue initiale, bien sûr, essentielle, je l'ai dit tout à l'heure, continue, mais n'ayez pas en plus à l'esprit que c'est une formation stricto sensu dans les universités exclusivement ou dans différents lieux qui se marquent comme l'éducation et comme la formation universitaire scolaire, mais la formation aussi dans tous les lieux où il y a des gens qui s'expriment, qui débattent de ces sujets. Et la question des ODD est particulièrement, comme le disait Bettina, sur les territoires. Alors, non pas qu'on brandit des pancartes, les ODD, mais tous les sujets qui sont abordés sont liés à ces objectifs de développement durable et comprendre le monde que nous désirons, que nous voulons et que nous disons. Merci, Ghislaine. Alors non, juste pour revenir à la diapositive précédente, simplement pour recadrer, puisqu'il faut souligner que ces travaux s'inscrivent dans le cadre de nouvelles directives et dispositions réglementaires dans la CSRD et qui s'appliquent, qui s'imposent désormais aux entreprises. Nous verrons à quel point ces nouvelles obligations réglementaires appellent désormais les entreprises à ajuster leur modèle d'affaires et d'utiliser l'EDD comme des outils précieux dans leur démarche d'avenir pour une transition juste. Bettina Laville, si tu peux nous apporter en quelques mots des éléments qui en précisent la. Je crois que tu as tout dit, donc je vais être extraordinairement rapide. Pourquoi? Alors, je vais passer un peu au-delà de ce qui est inscrit, comme ça vous aurez les deux. Premièrement, pourquoi il doit y avoir une concordance entre les deux? Parce qu'il y en a une qui est européenne, la CSRD, et l'autre qui est mondiale. Donc, la concordance entre les deux, c'est très important, parce que ça permet de passer d'un cadre maintenant obligatoire, peu à peu, suivant les tailles des entreprises dans les 4 ans à venir, à quelque chose de volontaire qui peut s'adresser, en l'occurrence, à la fois à d'autres thématiques, puisqu'il y a de multiples thématiques dans les ODD, et en même temps qui peuvent être extrêmement importantes pour toutes les entreprises françaises qui, en l'occurrence, ont des filiales dans le monde, etc. Premièrement. Deuxièmement, vous avez aussi, et ça tu l'as très bien dit, nous pensons que la mixité, si j'ose dire, entre les ODD et la CSRD peut réinventer un modèle d'affaires. On travaille beaucoup au comité 21 sur les modèles, on a un rapport qui paraît le mois prochain là-dessus, et en fait, je veux dire, il faut changer de modèle. Tout le monde dit, vous savez, tous les colloques se terminent par il faut changer de modèle. Bon, on commence à avoir des instruments pour changer de modèle et la combinaison entre les deux. Et troisièmement, effectivement, ce qu'il y a de très important, et je voudrais vraiment insister là-dessus, la CSRD, c'est le constat extra-financier, finalement, du passé. C'est-à-dire, c'est une photographie, étant donné que c'est aujourd'hui dans le rapport intégré des entreprises, c'est une photographie de ce qui se passe l'année d'avant, en fait, hein, je veux dire, et même pas d'ailleurs au moment où on le sort. Les ODD, c'est une projection. Et ça, c'est un peu, quand il y a tous les débats sur la CSRD, on dit beaucoup, oui, mais finalement, est-ce que ça donne l'avenir? Eh bien oui, si vous utilisez les ODD. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Un de nos membres s'est essayé à faire un tableau de concordance
entre la CSRD et les ODD, il est en annexe du rapport. On n'est pas, et lui-même d'ailleurs, hein, qui est beaucoup investi, mais avec modestie, pense que tout n'y est pas. Mais je pense que on va en discuter, peut-être qu'on peut le reprendre dans un autre travail de la plateforme RSE, et je pense que beaucoup d'entreprises demandent justement ces correspondances. Merci Bettina. D'ailleurs, il faut dire que ce tableau, il est en copyright, il n'est pas utilisable sans le droit des auteurs. Je voulais venir maintenant, pour terminer, puisque nous arrivons à la fin de cette présentation d'avis, avec une dernière partie qui est une partie fondamentale, c'est des recommandations. Comme vous le voyez sur l'écran, elles sont structurées d'une façon d'ailleurs totalement inédite pour la plateforme. C'est la première fois qu'un projet d'avis est structuré ainsi. Nous avons d'abord 3 recommandations de chapeau et ensuite, en 4 chapitres, mesurer, évaluer, suivre, sécuriser, financer, mobiliser. Et je vais d'abord passer la parole à Nice Pidersen pour la présentation des 3 recommandations chapeau. Alors, les recommandations voilà, vont s'afficher à l'écran. Au lieu de lire les 3 recommandations, de rappeler aussi ce qui a prévalu à ces recommandations. Alors, d'une part, d'avoir quelque chose de très ramassé sur l'ensemble du rapport, en particulier sur les 3 premières. Comme est indiqué sur l'écran, s'adresse à l'ensemble des acteurs. La volonté de la plateforme RSE, et ça a été vraiment une constante tout au long des travaux, c'est de rappeler que la vision des ODD, c'est à la fois les 17 objectifs, leurs cibles et leurs indicateurs. On ne va pas rentrer dans le détail, mais de rappeler que les ODD sont interconnectés dans une vision holistique. Effectivement, il peut être plus facile quand on commence à s'approprier les ODD de choisir un certain nombre d'ODD prioritaires à son activité parce que c'est plus commode pour commencer, mais qu'à terme, c'est bien l'ensemble des ODD, et l'ODD 17 étant la clé de voûte, donc permet aussi l'articulation sur les 17. Et donc, on a vraiment voulu rappeler au travers de ces 3 recommandations qu'il s'agit d'un cadre politique mondial. Alors, je pense que c'est important, la politique, c'est simplement la définition du vivre ensemble dans lequel tout un chacun peut s'exprimer et dans lequel, évidemment, l'entreprise trouve toute sa place dans l'atteinte de ses objectifs, de ses cibles des ODD, et que ces ODD s'inscrivent évidemment dans une démarche volontaire. On rappelle qu'on va au-delà des obligations réglementaires. Tu as parlé de la CSRD. On rappelle évidemment que la CSRD fait explicitement référence aux objectifs de développement durable parce que les cadres internationaux européens s'articulent et heureusement d'ailleurs qu'il y a une coordination, que les ODD sont une boussole. Et ça, on réinsiste encore, c'est un objectif à atteindre. On sait qu'on n'atteindra pas tous les objectifs, mais il ne faut pas renoncer. Vous avez compris, on reste, je crois, très optimiste dans la façon de porter ces ODD. C'est un guide, ça oriente, ça adapte les stratégies RSE des entreprises pour répondre aux exigences et aux défis. Et ça, c'est important, on parle de l'avenir, mais on répond aussi aux défis actuels de la société, que ce soit évidemment des enjeux sociétaux ou environnementaux, et qu'il y a une très forte complémentarité des textes. Et donc, ces 3 recommandations, à la fois donc, la boussole commune, un ensemble interconnecté et une réponse à l'urgence. Il faut aussi se dire les choses, ce n'est pas en 2029 qu'il faut mettre en œuvre les objectifs de développement durable, c'est dès aujourd'hui pour évidemment pouvoir mesurer les impacts en 2030 ou 2031, donc qui sont regroupés dans ces 3 recommandations. Merci Bettina. Alors, sur la première partie de ces recommandations, alors, la première partie, c'est mesurer, évaluer et suivre. En fait, tout cela n'est valable que si on a des indicateurs pertinents et, je dirais, si ces indicateurs disent quelque chose de la réalité, de la matérialité. Ça, c'est tout à fait important. Donc, en fait, nous, ce qu'on recommande, c'est qu'il faut absolument que les indicateurs de reporting obligatoires, et effectivement avec la CSRD et d'ailleurs d'autres directives qui s'appliquent directement en France par les règlements européens, soient finalement cohérents avec les fameux indicateurs qui sont publiés par l'ONU et qui accompagnent chaque ODD. Parce que sans ça, les entreprises en particulier ne se retrouvent pas. Je veux dire, les entreprises passeraient leur vie, en l'occurrence, à faire du reporting. Je me souviens, il y a un colloque où j'ai entendu Édouard Philippe dire une entreprise est faite plus pour produire que pour mesurer. Et c'est vrai. Et donc, en l'occurrence, de plus en plus, les entreprises sont occupées. Vous savez que les PME ont assez peur de cela. Donc ça, c'est la 4e recommandation. Et aussi, on trouve qu'au-delà de l'INSEE, il faudrait qu'il y ait
organisme de recherche qui nous donne par an, en l'occurrence, une évaluation des impacts ODD des entreprises. Ça, c'est la quatrième. Ça, c'est toujours moi. Oui, tout à fait. Alors, la plateforme recommande aux entreprises, alors là, c'est de prendre en compte les impacts tant positifs que négatifs. Ça a l'air évident, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une entreprise a des impacts négatifs, on le sait, de toute façon, à partir du moment où on produit quelque chose, on a une prise sur notre environnement et notre pacte social, etc. Mais en l'occurrence, on a aussi des impacts positifs puisqu'on produit de la richesse. Je n'aime pas tellement l'expression produire de la valeur parce qu'elle s'est beaucoup dégradée au fur et à mesure de notre temps capitaliste, mais en l'occurrence, c'est vrai. Mais ce qui est très important, si vous voulez, c'est que ces impacts fassent partie de la stratégie. Et à un moment donné, il y a des choix. Il y a des choix. On est obligé de continuer pendant un moment. Ça, c'est une question de temporalité. Certains impacts négatifs, sans ça, on arrête la production. Mais l'important, c'est que la trajectoire soit une trajectoire de diminution. Et la sixième recommandation, donc la troisième de celle qui n'est pas globale, en l'occurrence, c'est ce dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, de préciser les critères et indicateurs permanents et évaluables sur des cibles ODD. Donc là, on passe des ODD globalement aux cibles. Hein, ça, c'est très important parce que chaque cible a aussi des indicateurs dans le document onusien. Et surtout, non seulement de les préciser, mais de les publier. Et cet acte de publication est extrêmement important. Et si les entreprises se donnaient un devoir de publier leurs indicateurs ODD, je pense que ça ferait beaucoup progresser finalement la connaissance qu'elle publie des efforts des entreprises, et c'est ça le sujet aussi. Si, l'axe financé avec Nice. Alors, comme tu l'as indiqué en introduction, François, donc la plateforme est placée auprès du Premier ministre et donc la plateforme RSE a souhaité adresser des recommandations au gouvernement. Donc, elle adresse deux recommandations au gouvernement. La première aussi, dans le prolongement de ce qu'a dit Bettina sur les enjeux de financement, la France est un acteur très engagé aujourd'hui dans la réforme de l'architecture financière mondiale. Le président de la République a lancé le colloque Pacte de Paris pour les peuples et la planète, le 4 fait justement sur les enjeux de financement internationaux, à la fois par la puissance publique, mais aussi par le privé sur les questions de financement, qui rappelle bien d'ailleurs, et c'est important de le dire, hein, de ce Pacte de Paris, qu'on ne faut pas choisir entre, et c'est leur mot, de choisir entre la lutte contre la pauvreté et la préservation de la planète, l'un va avec l'autre. Et donc, l'idée, c'est vraiment aussi de rappeler que les capitaux privés sont clés. Alors, tu as parlé des investisseurs, mais l'entreprise, elle investit en France, elle investit à l'international, elle investit en Europe. Et donc, tout investissement de l'entreprise qui contribue aux objectifs de développement durable, évidemment, doivent être pris en compte, doivent être encouragés parce qu'ils contribuent de manière mécanique. Tu as parlé des enjeux financiers en France. Dans le monde, c'est entre 300 000 et 500 000 milliards. Donc, évidemment, quand l'entreprise contribue à des projets, et donc il faut qu'il y ait une articulation profonde au-delà de l'aide au développement pour que l'entreprise puisse contribuer et que tout ça soit interconnecté. Et l'autre élément de recommandation, la plateforme recommande au gouvernement aussi je dirais en quelque sorte, de récompenser les entreprises qui sont engagées elles-mêmes dans les ODD et de se dire finalement, quand il y a un dialogue avec un certain nombre d'entreprises, il y a peut-être intérêt à aussi choisir des entreprises qui, de manière volontaire, choisissent de flécher leurs investissements sur les ODD pour aussi faciliter, encore une fois, cette articulation et la mesure de la contribution du secteur privé à l'ensemble des enjeux du financement liés aux objectifs de développement durable. Et vous? Voilà, l'axe sectorisé, formé et accompagné. Oui, alors là, vous voyez l'importance aussi du sujet au vu de tout ce dont on vient de parler, notamment Bettina et Niels, sur la compréhension et surtout avoir, comme on dit, on aime à dire chez Equilibre, un esprit critique et un libre arbitre. Et ça veut dire aussi être bien formé et justement pour aussi mieux accompagner et mieux faire savoir les propos des uns et des autres. Et donc aussi lutter contre certaines allégations qui peuvent être, puisque tout peut être rose dans certains rapports, mais il convient d'avoir cette analyse critique, j'en parlais tout à l'heure. Et c'est important justement euh, pour transformer justement les uns et les autres et sensibiliser à ces questions d'objectifs de développement durable.
Et donc, et surtout, et Bettina le soulignait très justement, répondre aux défis de demain. Si on ne comprend pas dans quel monde nous vivons, il est difficile aussi d'appréhender. Alors, vous allez me dire que, compte tenu de la situation pour certaines personnes dans certains pays, c'est sûr que c'est pas facile de comprendre que tous ces sujets ont un impact sur le quotidien. Pourtant, ça a été dit, ces objectifs de développement durable sont très ancrés, si on les regarde réellement, et si on lit sur le langage qu'on a, ancrés dans la réalité et dans le quotidien. Et donc, c'est important d'avoir ces formations. Alors, je suis comme Bettina, je ne lis pas, vous m'en voudrez pas, mais c'est important, bien sûr, qu'il faut des programmes d'enseignement dignes de ce nom, ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que ce soit le cas. Je vous ai dit, on est un peu trop dans le sectoriel, pas assez dans une approche globale. On rappelle la phrase que disait Bettina, la devise penser global, agir local, René Dubos, historiquement, qui était un agronome et qui a pensait plutôt d'abord donc le vivant dans son ensemble. Hein. Donc, c'est comprendre, et quand on aborde la question de la biodiversité, par exemple, l'objectif biodiversité, on comprend bien qu'on est dans du réticulaire, donc faire comprendre ces interdépendances, avec toutes mes excuses, et donc former les personnes sur ces sujets. Donc la formation initiale, on l'a dit, mais la formation continue, parce que tous les jours, on peut apprendre, comme vous le savez. Donc, c'est le développement des compétences, les compétences dans l'entreprise, mais aussi dans les organisations, parce que les organisations, même si elles sont faibles, parce qu'elles ont peu de moyens financiers, elles sont fortes si elles ont la connaissance et le savoir. Et ça, c'est important, c'est de vendre, de faire savoir, de pousser citoyens et citoyennes à avoir la connaissance et le savoir. Parce que c'est un pouvoir, c'est important. Et donc aussi, et de se travailler aussi sur donc sur cette approche systémique, puisqu'on a dit que les ODD, c'est une approche systémique. On a dit que les ODD ne sont pas que des objectifs, ce sont des indicateurs et des cibles. Et donc, il faut aussi comprendre comment tout ça, on y réfléchit. Et dans les cibles, nous faisons partie des cibles. Nous sommes des cibles en tant que telles, dans le bon sens du terme, même si le mot cible est peut être mal perçu, mais nous sommes des cibles au sens que nous sommes des parties prenantes. Nous préférons ce mot-là qui est beaucoup plus... mais voilà, mais c'est important. Oui, pacifique. Mais en ce moment, avec tout ce qui se passe, il y a beaucoup de cibles, malheureusement. Et donc, il faut quand même le dire, se préparer aussi par le biais des nouvelles technologies aussi. Vous savez que c'est, et je ne vais pas trop prolonger parce que tout le monde on est un peu au quotidien là-dedans, mais aussi faire attention à ce qu'on entend, ce qu'on lit dans le cadre de ces nouvelles technologies, sur les algorithmes, la façon dont ils sont formés, et toutes les discriminations qui sont intégrées, toutes les inégalités. Et donc, chacune, puisque je rappelle, ce sont des objectifs. Hein, c'est un modèle quotidien. Donc, on doit aussi travailler à la compréhension de ces nouvelles technologies. Quand vous allez aller sur chat X, Y, Z, demander ce que sont les objectifs de développement durable, quels sont leurs objectifs en tant que tels, est-ce que ça va, comme on s'est dit en 2012, changer le monde? Bon, ben, vous verrez un peu les réponses et c'est intéressant de voir. Et je rappelle que des associations, des organisations travaillent sur ces sujets, ont des documents disponibles, gratuits, et aussi les opérateurs publics, je le rappelle, le CEREMA est un organisme public qui fait des choses en lien avec sur les territoires. On a parlé de l'INSEE. Vous pouvez faire partie d'une commission qui travaille au sein de l'INSEE, c'est un collège de toutes les parties prenantes, pour réfléchir à toutes ces questions. Et donc, l'important, comme on dit souvent, c'est aussi de participer. Alors, dernier axe, mobiliser, fédérer aux différentes échelles. Vous avez un ensemble de recommandations. Je vais commencer par les partenaires sociaux. On a déjà parlé un petit peu dans les leviers. Et effectivement, les accords de branche sont aujourd'hui, par exemple, enregistrés par la Direction générale du travail. Il serait souhaitable que lorsqu'il y a des accords qui ont été signés, des accords, j'allais dire, paritaires, qui engagent donc aussi bien les représentants des salariés que ceux des entreprises, puissent être promotionnés par la DGTO. Aujourd'hui, ils sont faits qu'enregistrer, donc c'est assez mou. Je pense qu'il en est important parce qu'il y en a très peu, mais personne ne le sait. Et le faire savoir est quand même quelque chose d'extraordinaire. Cette première recommandation fait écho à celle qui avait été déjà publiée dans
l'avis de 2018. Je n'y reviendrai pas, on en a parlé tout à l'heure dans les leviers. Quant aux collectivités territoriales, là, on en a parlé aussi, et je crois qu'il est important de rappeler qu'elles sont appelées à contribuer effectivement et activement en fédérant les acteurs au sein des projets de développement durable à une dynamique de bassin d'emploi. Quelque chose qu'on oublie, il y a les bassins d'emploi, c'est une notion de territoire qui dépassait du département ou de la région. Et derrière, je dirais que si toutes les entreprises sont concernées, en fonction de leur taille et plus particulièrement en fonction de leur limitation de moyens, elles sont invitées à intégrer les cibles des ODD, bien directement les cibles des ODD, dans leur modèle d'affaires. Et c'est là, dans un mouvement de synergie avec les autres entreprises dans leur sphère d'influence et aussi en assumant un rôle d'acteur de la chaîne de valeur. Enfin, la dernière recommandation s'adresse particulièrement au gouvernement afin d'intégrer effectivement les ODD. On a vu qu'il y avait beaucoup de recommandations au gouvernement, on l'aime beaucoup, ainsi que leurs cibles dans la planification écologique et la cohérence de l'action publique pour assurer la stabilisation des stratégies d'avenir. Pour conclure, nous pouvons faire référence à la synthèse de la vie que vous trouverez en début de la vie. Cette synthèse, elle est le résumé de tout ce qu'on a pu évoquer aujourd'hui et qui résume déjà que le constat de l'ONU est alarmant. Il ne faut pas s'en cacher. Mi-parcours d'agenda 2030. Ce qui veut dire, comme l'a précisé Bettina, on ne l'aura peut-être pas atteint en 2045, voire plus tard. Mais il ne faut pas le perdre, notre ligne de mire. Parler de cible, je crois qu'on a une ligne de mire, elle est à situer au-delà de 2030 et pas s'en souvenir, mais de faire en sorte qu'on continue le travail qui a été déjà initié. Pour autant, certaines entreprises vont au-delà des exigences réglementaires, on l'a vu, c'est un modèle, dans une démarche d'engagement volontaire. Ça, c'est vrai. Bon. Au regard des études actuelles, peu d'entreprises utilisent les ODD et leurs cibles avec un manque de considération, j'allais dire marqué pour les ODD 1, pas de pauvreté, et 2, fin zéro. Pourtant, toutes les entreprises, aujourd'hui, sont concernées par les effets en cascade de ce qui peut se passer même sur notre territoire national. Et quand on parle de la France, il ne faut pas se situer au niveau de l'Hexagone, nous sommes aussi dans la responsabilité des territoires ultramarins. On voit avec la Nouvelle-Calédonie. Donc, nous avons identifié parmi les freins majeurs le portage inégal des ODD au niveau des politiques publiques et instances entrepreneuriales. Ils ne facilitent pas l'intégration des ODD dans leur stratégie RSE. Le manque de cohérence des programmes d'enseignement, on l'a déjà vu, au regard des enjeux actuels et les difficultés dans la réalisation des études d'impact. C'est aussi ce qu'ont mentionné les rapporteurs. Enfin, les leviers se retrouvent dans les sujets de recommandations thématiques. Nous pouvons conclure en mentionnant que les nouvelles obligations réglementaires, dont la CSRD, ne sont pas à considérer comme des contraintes ou des obstacles, mais plutôt comme des opportunités pour réinventer un modèle d'affaires en transition juste, où les ODD sont subtilement intégrés dans les stratégies RSE. Finalement, les ODD sont des outils facilitateurs précieux, ensemble une boussole permettant de guider et structurer les actions des entreprises, leur ouvrant la voie d'une transformation dans un monde plus juste et durable. Après cette présentation, merci pour vos extensions, qui a été longue, mais vous avez vu, c'est un sujet passionnant, avec des passionnés que je remercie. Et l'équipe de copilotage de cet avis et le secrétaire permanent sont donc à votre disposition pour répondre à vos questions. Sur cette toute dernière diapositive, vous trouverez l'ensemble des termes clés et marquants que nous avons retenus. Merci encore. Et la parole est à vous, Mélodie. Merci, avocat. D'abord, je pense qu'on peut... Des questions. Pour les petites entreprises. N'hésitez pas à vous présenter. Ah. Alors, je suis la DAF d'une entreprise dans le secteur Syntec, la convention Syntec.
petite entreprise avec peu de moyens pour, pour la RSE, mais on souhaite quand même s'investir. Est-ce qu'il existe des outils qui permettent justement de compléter ou de répondre à cette demande d'indicateurs ou des associations qui peuvent nous accompagner gratuitement dans notre politique RSE? Alors, gratuitement, vous avez quand même beaucoup d'outils qui sont gratuitement accessibles en ligne. Après, effectivement, il appartient, tu l'as dit, beaucoup d'acteurs associatifs le mettent en avant. Alors, moi, je vais vous répondre, alors, ce qu'on fait n'est pas gratuit, mais accessible. Le Pacte mondial, qui a une cotisation dont les montants ne correspondent pas du tout à l'offre de service. C'est-à-dire que le montant de la cotise est bien en dessous de ce qu'on offre, dans lequel vous avez chez nous, par exemple, 2400 PME qui sont engagés, qui partagent leur feuille de route, leur structuration, des outils au travers de groupes de travail ou d'outils qu'on met à disposition au travers d'une cotisation. Ça, c'est notre mode de fonctionnement. Le comité 21 propose aussi, notamment aussi sur le secteur de l'entreprise et les fédérations professionnelles. Alors, sur le Syntec, les CCI aussi, alors en fonction de votre bassin d'emploi, on en parlait, peuvent aussi vous proposer un certain nombre de choses. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises comme les vôtres qui s'interrogent sur le temps. Après, c'est aussi un enjeu stratégique, c'est-à-dire que j'ai bien conscience du temps que ça demande, mais chaque entreprise cherche aussi à se démarquer dans sa stratégie, qu'elle soit RSE ou autre. Et la prise en compte ou pas des ODD est aussi une façon de se démarquer dans la façon dont vous allez communiquer en interne avec vos parties prenantes ou au travers d'un certain nombre d'appels d'offres. Donc, c'est aussi un investissement en tant homme ou femme pour vous, qui est une façon de se démarquer. Mais encore une fois, il existe beaucoup de partages, formels ou informels, qui existent et le Pacte mondial en fait partie. Et ce rapport en fait également. Alors là, si vous avez des outils, vous avez un certain nombre de bonnes pratiques qui sont mises en avant. C'est bien un rapport qui est gratuit. D'accord. J'allais dire, même la plateforme RSE, pardon, a publié d'autres documents qui sont aussi sur tous les sujets, puisque la plateforme existe depuis 10 ans. Et la plateforme RSE publie des documents régulièrement, mais en lien, comme vous le en lien avec d'autres acteurs. Et les acteurs, on est 50 acteurs au sein de la plateforme RSE, dont le monde associatif, voilà, je parle de, et le comité Vaga, on s'est qualifié aussi. On publie aussi des choses. Mais après, comme je dis très justement, Nick, c'est à vous après de voir, de cibler par rapport à vos priorités et définir votre stratégie pour après savoir quelle formation, comment. Mais je dirais, on est plutôt noyé dans la formation. L'important, c'est de la comprendre, la vie, parce que on avance beaucoup mieux quand on sait de quoi on... Et vous trouverez dans les avis publiés de la plateforme depuis 2018, tous les avis, tous les documents qui ont été publiés font référence aux EDD et pour la moitié avec des recommandations. Donc ça, ils sont accessibles aussi sur le site de France Stratégie. Je vous encourage à les lire parce que c'est intéressant. Et si vous avez besoin après, j'ai fait aussi une synthèse de tout ce qui était dans ces rapports, de telle manière à ce que ça puisse être utile au moins, effectivement, si vous avez des besoins. Bonjour, je viens ici en tant qu'ambassadrice de la santé 93, donc éducation populaire, ça me parle énormément, d'autant que je rencontre et je vis avec des populations qui peuvent être dans une précarité, donc pour lesquelles ces termes-là ne peuvent absolument pas parler. Parce que... Et puis en plus, on a vraiment tendance à parler en jargon. Voilà. Par ailleurs, j'ai un travail et je me rends compte aussi que dans le cadre de la RSE, je m'y intéresse énormément et je me rends compte qu'en fait, à chaque fois que je vais à des événements où on me parle de décarbonation, mais absolument jamais de discrimination ni d'accès aux droits. Or, il me semble que ça fait effectivement partie du package. Vous êtes d'accord avec moi, ça fait partie justement de la RSE. Il n'y a pas que la décarbonation dans ce que la France est censée faire par rapport à ses usagers, y compris dans les services publics. Oui, alors là-dessus, vous avez tout à fait raison. La transition, la transformation, le développement durable, tout ce qu'on veut, est aujourd'hui un peu envahi par effectivement un des principaux dangers, il faut bien le dire, qui est les émissions de carbone qui ont effectivement l'effet qu'on sait sur le réchauffement climatique. Donc, oui, vous pouvez constater ça, c'est évident. C'est pas du tout, malheureusement, je dis malheureusement, la RSE. Je veux dire,
La RSE, c'est la décarbonation, c'est un des items. Parmi beaucoup d'autres, il y a la biodiversité et il y a beaucoup le social. Et ça, il faut rendre hommage à la CSRD parce que les impacts sociaux, c'est-à-dire la mesure des impacts sociaux, est beaucoup plus importante que dans la précédente directive. Et à partir du moment où la CSRD, contrairement aux autres, sauf pour les très grandes entreprises, devient obligatoire peu à peu dans toutes les entreprises, j'espère que ça va se rééquilibrer. Par ailleurs, sur le 93, quand vous dites, je comprends très bien que tout notre jargon un peu techno est un peu confidentiel, hein, et c'est malheureusement le problème toujours de la transformation des grands objectifs publics. Mais vous avez une, enfin, je ne vais pas parler pour le 93, mais le hasard de la vie fait que je connais un peu. Et vous avez toutes sortes de stratégies, en particulier la stratégie de résilience du département, etc., qui essayent de traduire tous ces objectifs dans des cas extrêmement concrets. Il y a un travail très important fait, et vous connaissez sûrement, mais je vous incite vraiment à le regarder parce que je pense que c'est un travail qui serait très intéressant. Très rapidement, dans la continuité de Bettina, être en accord avec ce qu'il vient de dire, c'est aussi, il ne faut pas négliger les départements, tel département est inéligible et certaines populations ne peuvent pas. On parle pas je parle pas de la sémantique utilisée, mais quand on parle pauvreté, quand on parle inégalité, quand on parle biodiversité, quand on parle climat, quand on parle tout le monde, puisque c'est au quotidien. C'est ça l'avantage aussi des ODD, on va ressortir. Et je confirme que sur le 93, il se passe quand même quelque chose. Ce n'est pas un département et plus largement. En Ile-de-France, il y a beaucoup d'acteurs et de l'acteur de l'éducation populaire qui vont comprendre, et surtout des acteurs au sein vous savez, des tiers-lieux, au sein des différents lieux de débat et de concertation où on aborde ce sujet. Alors, c'est sûr que vous n'entendrez pas, et je suis d'accord avec vous, peut-être le terme ODD, mais vous entendrez toutes ces préoccupations qui sont, comme on l'a dit, l'ODD, n'oubliez pas, c'est la question de la faim, de la pauvreté, dans tous ces sujets, mais pas exclusivement. Parce qu'important, et Bettina l'a dit, la question de la recherche, la question aussi des nouveaux métiers, la question de compréhension de ce monde. Il faut surtout ne pas partir avec des a priori. Je suis petit du brouillard, on est aussi sur ces territoires, on est sur tous les territoires, et notamment les Outre-mer, merci de le rappeler, et notamment les Outre-mer où il y a, et chacun aussi, on doit adapter son approche aussi en fonction des territoires, parce que l'intérêt des objectifs de développement durable aussi, c'est de l'adapter, le langage commun, mais quand même aux territoires concernés, et c'est pour ça que l'approche territoriale est essentielle dans les objectifs de développement durable. Merci beaucoup. Je vous pose une question de Muriel Mignon sur le chat qui demande: peut-on s'attendre à ce que les directives européennes CSRD et CS3D, qui touchent d'abord les grandes entreprises, aient un effet d'avalanche réglementaire sur les PME, comme l'avait eu la demande de bilan annuel carbone? Et est-ce que cela permettrait d'augmenter significativement la contribution des entreprises au débat? Je pense qu'il y a deux questions. Oui. Il y a la question des ODD, qui effectivement, dans le cadre, alors je vais commencer par la chose, il se trouve que l'économie française est faite de telle sorte que les PME sont en grande partie fournisseurs effectivement des grands groupes. C'est moins le cas en Allemagne où le tissu des PME ou en Espagne est beaucoup plus large. Donc, effectivement, mécaniquement, la PME travaille en cascade. Donc il y a la question de la chaîne de valeur. Donc effectivement, à partir du moment où les grandes entreprises, mais j'insiste, hein, dans le cas, dans les études que nous, on a portées au niveau du pacte mondial, les PME sont très engagées sur les OG des ODD. Mais effectivement, à partir du moment où on a un plus grand nombre d'acteurs qui contribuent, on va pouvoir consolider et on va pouvoir restituer l'action du secteur privé en faveur des ODD. Sur la question de la CSRD et de la C3D, effectivement, oui, il y a un lien fournisseur qui est assez évident, d'où aussi l'intérêt de prendre un temps d'avance. Tu rappelles ce que c'est la CSRD, le devoir de vigilance d'un côté, donc on va prendre, donc, Bettina, la CSRD, le reporting extra-financier, si je dois simplifier, qui donne une photographie qui est une démarche d'information de l'entreprise, là où la C3D est dans un devoir de vigilance
donc plutôt dans une démarche d'action et proactive, en particulier sur les sujets droits humains, sociétaux et environnementaux. Et donc, effectivement, le grand compte, la grande entreprise, va demander à son fournisseur des éléments de preuve de respect des droits humains, de normes du travail, de protection de l'environnement ou de l'anticorruption. Et donc, dès lors que l'entreprise sera dans une démarche volontaire de prise en compte de la RSE et encore plus des objectifs de développement durable, l'entreprise prendra un temps d'avance. Donc, il y a un effet, je minorais un tout petit peu, il y a un effet, on a beaucoup parlé de tsunami réglementaire au niveau européen, et c'est vrai qu'effectivement, en termes de réglementation inscrite dans le pacte vert, il y a aujourd'hui un nombre de réglementations important, mais parce que tout le monde l'a rappelé, les enjeux environnementaux et sociaux sont tellement importants qu'il faut agir. Et effectivement, l'entreprise, pour en tout cas des PME, et ça a été dit par Madame tout à l'heure, peuvent être un peu démunies parce que ce sont des nouveaux métiers, d'où aussi la question de la formation et de la compétence. Ce sont des nouveaux métiers qui nécessitent d'une part, de collecter des données, de collecter la bonne chose, d'où la question du langage commun, on en revient, c'est-à-dire que quand on collecte de l'information, il faut que tout le monde parle le même langage. C'est pas qu'une question d'anglais comprenne la même chose en termes de collecte de données, et effectivement puisse mettre en œuvre. Et donc, effectivement, ça, il faut se le dire, pour l'entreprise et le secteur privé, et franchement, pour parler de transformation du modèle d'affaires, il y a des enjeux importants, puisque sans mauvais jeu de mots, le business as usual, il est terminé, et que pour pouvoir répondre à ces enjeux, qui ne sont pas des enjeux réglementaires, il faut le dire, en fait, l'enjeu réglementaire vient répondre aux enjeux environnementaux, sociaux, aux urgences, qu'une réponse à ces enjeux-là. Donc d'abord, pour protéger la planète et les humains, la Commission européenne et le Parlement ont mis en œuvre ces deux directives, ou les Nations Unies en amont, et l'entreprise, effectivement, étant une partie prenante comme une autre, a l'obligation, effectivement, réglementaire de se mettre en œuvre, d'où les enjeux aussi de partage, que tout le monde aille dans le même sens. C'est une réponse un tout petit peu longue, mais je pense que la question était... Oui, merci. Moi, je suis à la délégation développement interministériel de développement de la vallée de la Seine. Donc, on travaille beaucoup avec les entreprises. L'enjeu des PME, des ETI, même si tu l'as dit, qui adhèrent bien aux EDE, je pense aussi que c'est un langage qui parle bien pour ce type d'entreprise. Parce qu'il n'y a pas de responsable RSE en tant que tel, on n'a pas les moyens, jusqu'aux ETI aussi. Et pourtant, ils en ont envie. La preuve, quand on parle d'EDE, Pacte mondial, il y en a. Et pour autant, à côté, je sens qu'on a besoin ça rejoint ce que vous dites sur l'information, de pouvoir montrer tout de suite tous les enjeux, ne pas commencer par un sujet, la décarbonation, revenir plus tard sur la biodiversité, les ressources, l'humain. Ça fera une couche de plus et ça va être pire que tout. Tout le monde va croire qu'on a caché des choses, on a infantilisé. Voilà. Bon, donc comment on se dit, il faut mettre tout sur la table tout de suite, mais ça peut être très compliqué. En plus, il faut des indicateurs, c'est les mêmes ou c'est pas les mêmes. Donc, quand est-ce qu'on va simplifier ça et avoir un niveau qui parle de tout, mais qui soit abordable pour des gens dans les PME et les ETI qui ne sont pas à temps plein là-dessus. Et pour que le chemin ensuite permette de faire une stratégie, de prioriser, plutôt que de dire je fais à fond tel sujet, et puis 3 ans après on me dit ah ben mince, j'ai oublié, il fallait que je fasse tel sujet, etc. C'est pas parce que c'est complexe, ça doit être compliqué, c'est ce que vous voulez dire. C'est ça, voilà. C'est ça. Et je pense que enfin, il faut oser le faire, il me semble, parce qu'on ne parle que décarbonation. Et avec ces indicateurs qui arrivent, qui ne sont pas harmonisés, ça complique aussi les choses. Donc, est-ce que c'est quand même une priorité d'essayer de décomplexifier pour essayer de vous répondre, l'expérience qu'on a les uns les autres, je crois dans toutes les associations, dans le comité 21, c'est que, particulièrement dans les formations qu'on donne, je crois que ce qui est très important, c'est de montrer dès le départ l'interdépendance. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a terminé, la conclusion, je ne pense pas, il y a l'interdépendance. Et à partir du moment où on montre à quel point l'ensemble des pays, à cause aujourd'hui des dangers environnementaux, sociaux, et des catastrophes, il faut bien dire, est interdépendant des uns et des autres, simplement, contrairement à ce que disent certains, les frontières, enfin, l'environnement ne connaît pas de frontières. Le tsunami, enfin, c'est un peu comme
comme les radiations, n'est-ce pas? Pour faire un clin d'œil les plus âgés d'entre nous. Eh bien, je veux dire, ça n'existe pas. C'est l'interdépendance qui est extrêmement importante. Et dit interdépendance dit solidarité. Au niveau des collectivités locales ou au niveau des entreprises, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'une petite entreprise, elle est impactée par l'ensemble de son environnement et elle est impactée par les politiques de développement durable, les politiques de durabilité de ses clients comme de ses fournisseurs. Et donc, je crois vraiment, si vous voulez, qu'il faut dire ça dès le départ, c'est-à-dire ça. Et après, vous déclinez. Et après, on décline secteur par secteur, parce que là, on est quand même bien obligé. Mais les indicateurs, finalement, sont le produit de ça. Ce qui serait dramatique, c'est de mettre les indicateurs au début et donc de privilégier les thématiques. Là, vous avez tout à fait raison. Juste un point, attention, je pense que les reportings sont différents et obéissent à des logiques différentes, mais la réalité des plus grands reportings nationaux, européens, internationaux, en réalité, sont alignés. Donc, il y a effectivement un enjeu de traduction dans le premier sens du terme, parce que des fois, on ne dit pas toujours la même chose, on cherche le même objectif, mais il est abordé différemment. Donc ça, effectivement, il y a pas mal. On fait aussi le tableau de concordance, mais en fait, les objectifs vont dans le même sens. Et si on prend les reportings américains et européens, sans rentrer dans le détail, en réalité, on va dans le même sens. Après, les niveaux de granularité sont pas les mêmes, etc. Mais aujourd'hui, les indicateurs, globalement, pour la grande majorité, vont la même chose. Après, ça correspond à des stratégies différentes. Oui, simplement quand même, il faut rappeler qu'effectivement, on a en ce moment un débat sur la question de l'appréhension de la double matérialité, pour parler un peu plus clairement, c'est-à-dire les aspects pas seulement financiers, ne pas prendre en compte seulement les aspects financiers, c'était dit l'aspect décarbonation, mais aller plus loin et de prendre toutes les questions, on a par contre la vie, la sociale, la biodiversité, et c'est là où on n'est pas forcément en accord, mais en tant que tel, on rappelle, c'est un langage commun. Ça a été travaillé, donc les ODD ont été travaillés pendant plusieurs années, ils sont sortis à langage commun, traduits, avec un prisme. Et là, je comprends, je sens un peu aussi. Il faut quand même le dire, là, c'était peut-être mon seul désaccord avec Bettina sur les OMD et les ODD, qui sont plutôt pour les pays, enfin, je ne sais pas exactement ce que tu as dit, mais sur la lien avec les pays en développement pour aller vite. Je pense qu'effectivement, cette approche globale, elle est importante parce que justement, les ONG sont dit qu'il n'y a pas que les pays en développement et qu'on est en interaction et en interdépendance et que si on ne travaille pas tous ensemble sur tout le vecteur, et vous avez raison, la précédente débat, sur la question de ne pas prendre que la question de la carbonation parce que de toute façon, la biodiversité et toutes nos actions, on le veut bien chacun, chacune, ça n'ira pas. Mais par contre, et pour vraiment terminer, c'est de choisir quelques axes d'approche en fonction de vos priorités, en fonction de votre territoire. Vous ne pouvez pas tout prendre, on ne peut pas tout appréhender, parce que qui trop embrasse mal étreinte. Donc, il faut trouver aussi vos sujets et n'oubliez pas, travailler avec les parties prenantes, les associations, pour éviter aussi de se faire, qu'on vous amène des sujets qui ne sont pas les vôtres, et donc bien comprendre et bien appréhender le sujet sur lequel vous voulez travailler. Et ça, c'est pour ça que je dis la connaissance, le savoir, l'esprit critique, le libre arbitre. Question. Alors là, il y a quelques questions. Je voudrais remettre juste un petit peu, mais je vais faire une réponse un peu globale par rapport aux premières questions qui ont été posées. Il n'y a pas que la CSRD, il y a une norme qui est en train d'être établie aujourd'hui, qui est l'ISO 53001, une norme internationale RSE-ODD. Elle est en cours d'élaboration, elle ne va pas venir tout de suite, peut-être en 2025, c'est un peu dans un calendrier approximatif. Mais il ne faut pas oublier que c'est un sujet vivant. C'est dans le rapport. Voilà, mais il faut le rappeler parce qu'on ne le dit pas assez, c'est important, effectivement. Oui, tout est dans le rapport. Hein. Vous allez voir. Et le rapport est disponible. Le rapport est disponible sur Internet, hein, sur le site de France Stratégie. La deuxième chose que je vois, c'est l'inquiétude de certaines personnes sur la conduite dans les entreprises. Alors d'abord, la RSE, c'est une stratégie qui ne doit pas s'établir par un chef d'entreprise. C'est une erreur. On est dans dans la fabrication de modèles d'affaires à la papa, comme le disait Nietzsche. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a une co-construction de l'entreprise de demain qui se fait entre les chefs d'entreprise et les salariés, ceux qui ont envie de rentrer en tout cas, parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner pour avoir, j'allais dire, un lien social qui lui aussi apportera un peu de positif dans la vie.
Ça manque, effectivement, on l'a dit, de formation. Il n'y a pas que la formation initiale et continue. Il faut favoriser j'allais dire une formation des élus qui sont dans les entreprises ou dans les organisations syndicales et même des élus dans les territoires. Hein, c'est quand même pas, voilà, c'est important. Donc là, on a effectivement les financements ISR, mais ça, de toute façon, aujourd'hui, c'est de plus en plus part à une finance qui est contrôlée pour être effectivement aussi à la disposition des salariés dans les entreprises. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les primes d'intéressement et les primes de participation peuvent être mises sur des fonds qui sont basés sur de l'ISR. Voilà. Mais je pense qu'il est important de voir qu'effectivement, on est dans un avenir où tout le monde doit participer à l'essor de l'entreprise. Et cette entreprise, ben mon Dieu, vous avez le capital financier et le capital humain. Une entreprise sans capital humain ne fera rien et sans capital financier non plus. Donc l'intelligence dans la transformation de modèle d'affaires, vous l'avez là. Je pense qu'on est tout à fait d'accord. Merci. Jean-Baptiste, vous avez quelques mots pour conclure? Oui, moi j'ai un mot. Merci Mélodie, merci au secrétaire permanent, vous avez fait un travail superbe et les co-rapporteurs sont unanimes pour dire que c'était un magnifique travail avec des originalités, comme j'avais mentionné tout à l'heure, sur effectivement la présentation des recommandations, qui était une initiative qui était portée par l'ensemble des co-rapporteurs.